Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir maintenant dans cette trame Nicolas Giraud. Nicolas Giraud qui est artiste et théoricien. Son travail plastique et théorique s'articule autour des mécanismes de construction et de circulation des images. Il emploie les outils de la photographie et des arts visuels pour mettre en cause l'omniprésence des représentations dans des espaces qui sont devenus pour lui de purs décors. Son travail est publié et présenté de manière régulière en France et à l'étranger. Il a aussi une pratique d'enseignant à l'École nationale supérieure de la photographie, où il est professeur, ou encore à l'Université Paris 1 Sorbonne, où il intervient depuis plus de 10 ans. Nicolas, nous sommes donc ravis de t'accueillir. Martin, merci pour cette introduction. Merci aussi à la Fondation pour cette invitation à venir discuter de la manière dont le temps nous manque. Alors, le titre de mon intervention est un petit peu pompeux, l'effondrement du présent sous le poids des images. Néanmoins, ça dit un petit peu ce dont il est question, c'est-à-dire d'une relation un petit peu complexe qui se noue à travers la science-fiction entre le temps, le futur, le présent, le passé et les images. Je suis parti dans cette réflexion sur la SF d'un constat qui est que la société industrielle, j'emprunte le terme à Théodore Kaczynski, plutôt que de choisir celui de capitalisme, la société industrielle produit une dialectique du temps. C'est-à-dire qu'elle ne se contente pas de consommer et de brûler des ressources matérielles, mais elle consomme et elle brûle des ressources matérielles afin de produire du futur, c'est-à-dire afin de nous projeter sans cesse dans le futur, un petit peu comme si le moteur à explosion venait produire aussi une sorte de temporalité à explosion. Alors c'est notre condition d'individus contemporains que d'être victime de cette mécanique-là, de projection constante du passé vers le futur. Et finalement, c'est vrai que même le terme d'ailleurs d'individu ne serait pas peut-être pas le bon, puisque nous sommes divisés d'une certaine manière. On n'est jamais complet, on n'est jamais présent, on est toujours tendu vers une, on va dire une existence à venir. L'idée même, par exemple, du corps augmenté, l'idée même de la réalité augmentée, vient dire ça, vient dire que le corps est insuffisant, que la réalité est insuffisante, et permet derrière de justifier toute une prosthétique médiatique, une prosthétique technique, une prosthétique commerciale, qui se fabrique derrière cette insuffisante constante du présent et ce besoin renouvelé et immédiat d'aller toujours vers une forme d'après. La science-fiction, au milieu de ça, fonctionne d'une certaine manière un petit peu comme la littérature naturaliste de cette société. Elle permet de penser ce maintenant un peu hybride et un peu complexe. Frédéric Jamison, qu'on a évoqué hier, a pas mal écrit sur la science-fiction. Il rapproche notamment, je trouve ça assez intéressant et assez juste, il rapproche notamment la question de la science-fiction comme stratégie d'une autre stratégie qui est la stratégie proustienne. Ce qui peut paraître surprenant, mais pour lui, il y a une idée commune, il y a quelque chose qui se trouve en commun entre les deux. Je vous le cite puisqu'il le dit mieux que moi. Le présent, dans cette société, dans la dissociation physique et psychique des sujets qui l'habitent, est inaccessible, engourdi, vide d'affect. Si donc nous voulons rompre avec notre isolement monadique et éprouver pour la première fois et pour de vrai ce présent, qui est après tout la seule chose que nous ayons, il nous faut mettre au point de savantes stratégies obliques.
terme que je suppose il emprunte à Brian Eno. Il y a quelque chose de stratégique dans la littérature de science-fiction, et vous m'excuserez, mais c'est volontairement aussi que je vais aller chercher là des choses plutôt mainstream et des idées, m'appuyer d'une certaine manière sur des références extrêmement communes, puisque ce qui m'intéresse, ça va être comment assez massivement l'imaginaire de la science-fiction vient modeler, vient affecter ou vient réfléchir cette question temporelle. C'est pas si, d'ailleurs, j'ai mis par exemple là derrière moi, enfin devant vous, une image des constructions du décor de Métropolis de Fritz Lang, qui est le moment où on commence à avoir l'un des premiers blockbusters, si on peut dire, de la SF. Un très gros budget, très grande diffusion. Et Metropolis sort en 1927, qui est, je l'ai découvert par hasard, mais j'adore ce type de coïncidence assez belle. Metropolis sort en 1927, qui est l'année de parution posthume du Temps retrouvé, qui est le dernier tome de la recherche du temps perdu. Donc vous voyez comment quelque chose se tricote à cet endroit. Et la question que je me suis posée à partir de ça était assez simple, c'était de savoir si dans cette logique-là, d'un travail comme ça, d'aller de projection du présent vers le futur un peu comme le pétrole pourrait s'avérer devenir une ressource limitée et non renouvelable. Si on aperçoit la façon dont les choses se fabriquent actuellement, on voit bien que le futur a l'air de se casser un petit peu la gueule, et que tous les éléments un peu dystopiques qui ont été posés au fil des années se réalisent. Le temps même, le temps de la pandémie, le temps de l'effondrement climatique auquel on est confronté, tout ça a cessé d'être des romans de James Ballard pour devenir un quotidien. Et il y a quelque chose qui s'effrite constamment, et je me suis demandé si la science-fiction était en mesure de faire face en fait à cette érosion, à cette disparition de son combustible, qui est l'avenir, et qui est cette idée du futur avec laquelle elle travaille. Alors, il y a un objet que je trouve assez fascinant et que je peux aller récupérer il y a déjà quelques années. C'est un roman de Stanislas Lem, et donc ça nous dit que ça arrive très tôt. En 1971, pour vous situer, en 71, on est un an avant la parution du rapport Meadows sur les limites de la croissance, qui va ensuite déterminer les travaux du Club de Rome, qui vont ensuite ouvrir à ce qui sont aujourd'hui les travaux du GIEC. En 1971, un an avant la publication du rapport Meadows, l'écrivain Stanislas Lem, qui est un écrivain polonais, qui a aussi écrit Stalker, qui est l'écrivain qui a écrit Stalker, publie un roman parodique extrêmement corrosif qui s'intitule Le Congrès de futurologie. Qu'est-ce qui se passe dans le Congrès de futurologie ? On est quelque part au XXIe siècle. Un ensemble de futurologues se réunissent dans un Hilton au Costa Ricana pour discuter des questions et des problèmes de la surpopulation, tandis qu'à l'extérieur de la ville, il y a des émeutes qui se déclenchent justement fruit de cette situation intenable du monde. Je vous passe les détails. Le personnage principal, Elon Tichy, est blessé, il est opéré, il s'endort, il se réveille plusieurs décennies plus tard dans un monde absolument parfait, où tout est absolument formidable, où tout est absolument magnifique. Sauf que, suite à une succession d'intuitions, il s'aperçoit que tout cela est avant tout et principalement une pure illusion chimique. Que la plupart des individus qui vivent dans cet espace et ce monde absolument parfait vivent en fait saturés de drogues qui produisent autour d'eux une illusion de perfection et de monde parfaitement rodé. On y trouve une chose qui est évidemment absolument fascinante. C'est une scène où le personnage principal est en train de manger un steak.
assez bien cuit, plutôt, voilà, et quelques légumes, c'est très bon, il y a un peu de la petite musique. Et il est conscient en même temps, il est conscient simultanément que cette nourriture absolument incroyable est une illusion totale. Ce que j'aime beaucoup dans ce steak, c'est que vous vous en souvenez peut-être, on le retrouve tout aussi tendre et tout aussi juteux à l'écran dans le film Matrix, au moment où le personnage du traître vient faire une apologie assez complète hein, d'une vie d'ignorance et d'illusion, c'est-à-dire le fait de savoir que le monde est en train de s'effondrer est finalement quelque chose que on a vraiment envie, foncièrement, profondément envie d'ignorer et qu'on préfère se réfugier dans un espace illusoire quand bien même on sait qu'il est illusoire. Les Wachowski vont pas seulement emprunter les recettes de cuisine de Stanislas Lem, ils vont récupérer pratiquement toute la structure du congrès de futurologie, qui est une structure assez, on va dire assez traditionnelle dans la science-fiction, hein, mais qui se retrouve pratiquement décalquée dans Matrix, à savoir un fondement paranoïaque qui émerge de la guerre froide, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas, c'est ce sentiment précis que quelque chose ne fonctionne pas. Une industrie de l'illusion, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fabrique très précisément un ensemble de leurres, de décors dans lesquels on se déplace. L'usage absolument généralisé à la fois de technologies illusoires et de psychotropes, de drogues sous différentes formes, et comme résultat, un trafic de temporalité. Ce qui se passe dans le roman de Lem, c'est que à la fin du roman, le futur, cette espèce de futur totalement aussi chimique que dystopique, est en réalité le présent. Ce qui se passe dans Matrix, c'est que le présent est en réalité déjà le futur. Et dans les deux cas, hein, vous voyez que la question, c'est l'effondrement de l'un sur l'autre, la concrétion de l'un avec l'autre, et le fait que ce présent-là auquel on a accès est finalement en train de faire du surplace. 1999, c'est pas totalement un hasard dans la mesure où on est au moment précis où l'image cesse d'être un objet chimique pour devenir un objet numérique. Et on est au moment où, parce que Internet se développe, Internet commence à devenir quelque chose d'accessible à peu près, de manière à peu près généralisée, ces images commencent à pouvoir circuler, elles sont plus légères, elles sont plus rapides, et elles s'apprêtent à se démultiplier hein, et à produire l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui enfermé, je ne sais pas si enfermé c'est le bon terme, mais voilà. Le cinéma s'en aperçoit évidemment un petit peu avant que ça n'arrive, et c'est toujours cette espèce de rapport de feedback constant de la science-fiction, puisque en 99, on peut voir Matrix au cinéma, mais on peut voir The Truman Show de Peter Weir, on peut voir Dark City d'Alex Proyas, on peut voir Perfect Blue de Satoshi Kon, et on peut voir aussi peut-être d'ailleurs celui qui est mon préféré, Existence de David Cronenberg, hein, dont je vous montre ici la dernière image et la dernière réplique, hein, qui après une série d'emboîtements comme ça, de réalités dans d'autres réalités, la question se pose de savoir, hein, finalement, dites-moi la vérité, tell me the truth, are we still in the game? Et évidemment, il n'est plus du tout question du futur, puisque le problème qui se présente est finalement celui de savoir dans quel présent est-ce qu'on se trouve. Hein. On a été tellement projeté d'une certaine manière, hein, et c'est l'opération de la société industrielle de nous projeter constamment dans une infinité de futurs publicitaires, tous aussi brillants, divers, mais aussi tous aussi factices, que le temps dans lequel on se trouve est finalement une sorte d'extase, hein, une sorte d'extase d'un présent à choix multiples.
Au lieu de se déplacer depuis le passé vers le futur, on se déplace finalement désormais latéralement, hein, non plus vers l'avant, mais latéralement, à travers une sorte de myriade de modalités de présent. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que les drogues et les médias qui, dans les années 70, apparaissent comme les moyens de déverrouiller un certain nombre de réalités, un certain nombre d'espaces alternatifs, hein, sont devenus dans un espace contemporain plutôt des moyens de supporter cet éparpillement de la réalité. C'est-à-dire c'est finalement les supports de cet éparpillement. Il y a un moment assez que j'aime bien dans Bureaucratie de David Graeber, où il se pose la question, se pose la question des promesses du futur. Et il a quelques mots, je vous lis, là aussi, il résume assez bien les choses. Graeber dit: les technologies qui sont apparues ont été, par rapport à cette promesse-là, hein, par rapport à ces promesses qui se faisaient, Bureaucratie sort en 2015 à peu près, les technologies qui sont apparues ont été dans la quasi-totalité des cas celles qui étaient les plus propices à la surveillance, à la discipline du travail et au contrôle social. Les ordinateurs ont ouvert certains espaces de liberté, comme on nous le rappelle sans cesse, mais loin de conduire à l'utopie du non-travail imaginée par Abby Hoffman ou Guy Debord, ils ont été utilisés de façon à produire l'effet contraire. Pendant ce temps, et en dépit d'un investissement sans précédent dans la recherche médicale et dans la recherche en sciences de la vie, nous attendons toujours des traitements contre le cancer ou même le rhume, mais les percées médicales les plus spectaculaires que nous avons vues ont été tout autres, des médicaments comme le Prozac, le Zoloft ou la Ritaline, sur mesure pourrait-on dire pour garantir que ces nouvelles exigences professionnelles ne nous rendent pas complètement fous et dysfonctionnels. Et donc, effectivement, cet éclatement du temps et le fait qu'il soit tenu d'une manière artificielle, hein, c'est quelque chose qui est posé dans la SF, mais qui est perceptible aussi, et qui nous permet de poser un deuxième temps, hein, de cette question comme ça, de la projection vers le futur, qui est ce qu'on pourrait appeler un temps trafiqué, et qui est probablement le temps du capitalisme tardif, ou si on reste encore chez Kandinsky, dans le passage de la société industrielle à la société techno-industrielle. C'est ce qui se passe, enfin, c'est par exemple le sujet d'un roman assez important de 69, qui est ce roman de Norman Spinrad qui s'appelle Jack Baron et l'éternité. Mais en 69, c'est aussi la sortie, et c'est encore plus, c'est beaucoup plus, je pense, important, c'est la sortie du Ubik de Philippe K. Dick. Et précisément, hein, il opère dans Ubik exactement ça, hein, une sorte de pénurie soudaine de futur, puisque les objets de la réalité dans laquelle se trouve le personnage commencent à régresser. Et les objets futuristes deviennent progressivement des objets de plus en plus contemporains. Mais le glissement ne s'arrête pas au moment même de l'écriture du roman, mais continue à régresser jusqu'au moment de la révolution industrielle. Et le personnage qui voulait prendre une espèce d'aéronef magique se demande si finalement son Boeing, qui est en train de régresser en une sorte d'avion des premiers temps de l'aviation, va pouvoir lui permettre d'atteindre son point de destination. De la même manière, on voit comment soudain cette espèce d'évolution comme ça régressive de la technique vient modifier totalement, hein, on pourrait dire, il ne s'agit pas de terraformation, mais de modifier en tout cas la possible perception de l'environnement dans lequel on se trouve. Sauf que, une fois qu'on est dans cet espace-là ou dans cette temporalité-là, on est coincé par un problème qui se pose déjà chez Stanislas Lem, hein, qui est que dans un espace d'illusion, tout dévoilement de l'illusion est encore un autre repli dans le voile de l'illusion, hein, ce qui est à peu près ce que dit exactement à la même période Guy Debord, quand Debord dit dans un monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. Et on est confronté à quelque chose qui est compliqué, hein, c'est-à-dire que si vous revoyez aujourd'hui Matrix, qui a été pour les gens de ma génération un film qui permettait de poser un certain nombre de questions sur cette question-là, de ce présent multiple et de sa facticité.
je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Ce qui nous saute aux yeux, c'est qu'il y a des placements produits pour des téléphones Nokia et puis pour des piles Duracell. Et au fond, c'est à la fois assez drôle et en même temps, ça nous dit bien justement les limites un peu de tout ça. Mais c'est un mouvement bien sûr qui est un espace de débat, puisque Matrix sort en 99. En 2003, il y a un roman sur lequel je vais m'arrêter un tout petit peu qui sort, qui s'appelle Pattern Recognition, qui en français doit être traduit par l'identification des schémas, qui est un roman de William Gibson. William Gibson, qui est un auteur canadien, qui est l'un des chefs de file du cyberpunk, et qui, déjà dans les années 80, a inventé ce qu'était la matrice. Hein, la matrice telle qu'on la trouve chez les Wachowski, que le fait de se brancher sur la toile pour y naviguer, se déplacer dans un espace, ça c'est défini chez Gibson dès le milieu des années 80. Et le fait qu'il publie ce roman en 2003 fait qu'on ne peut que le voir comme, d'une certaine manière, une réponse au film. C'est nourri par énormément de choses. Hein. Il y a une réflexion assez importante sur un autre moment essentiel des images qui est le 11 septembre. On sent derrière qu'il y a quelque chose qui le nourrit, notamment des écrits de Naomi Klein, qui à cette époque-là vient d'écrire No Logo, et qui aussi est une question importante. Mais donc Pattern Recognition, c'est un moment dans lequel William Gibson, après 20 ans à écrire de la science-fiction excessivement futuriste, produit un roman dont on peut se demander s'il est encore de la SF, puisque le roman se passe dans le présent, plus ou moins. Tout ce qui s'y passe est à peu près plausible. On est dans une époque qui est visiblement la nôtre, et ce que va faire Gibson, et je le trouve en cela toujours assez valide, c'est produire une impression comme ça constante d'irréalité, mais qui vient de choses et de mouvements parmi lesquels nous sommes pris. Les personnages du roman sont des publicitaires, sont des personnages qui bossent dans le marketing. Le héros l'un des héros qui va revenir dans 2 romans supplémentaires est le directeur d'une agence de publicité, et tous ces personnages-là vont travailler, si on regarde et si on prend un peu de recul avec ce qui se passe dans l'histoire, vont travailler à la fabrication d'une réalité à partir des images, vont tous être en train de chercher des images à trafiquer, des images à reprendre, des images à marketer ou à brander, et à partir de là, fabriquer quelque chose qui va être cette construction d'une réalité. C'est-à-dire que Gibson, au lieu de nous plonger dans ce que fait Matrix, qui est une espèce de vertige comme ça, de ce présent multiple, vient nous plonger dans quelque chose d'autre, qui est les coulisses de ce spectacle, c'est-à-dire le travail extrêmement prosaïque, extrêmement technique, extrêmement économique, qui est la fabrication de ces images, leur utilisation, et d'une certaine manière le contrepoison à cet état complexe dans lequel on existe, c'est-à-dire le fait que l'on accède désormais au réel majoritairement par des images, qui sont des objets techniques, qui sont des objets médiatiques, qui sont des objets statistiques, et qui sont des objets et qui produisent un espace ou un décor dans lequel il nous est impossible d'agir. On ne peut pas agir dans l'image. Et donc, principalement, ce que fait Gibson, et qui, je trouve, est un geste extrêmement juste, c'est de nous déplacer, de nous ramener dans un espace de l'agir, c'est-à-dire de nous ramener dans un espace qui est celui de cette manipulation et de cette circulation des images, tout en mettant et tout en rendant extrêmement visible et perceptible la façon dont ces images-là sont alors, je trouve le terme anglais est plus juste, weaponized, mais on pourrait dire que ces images sont transformées en armes, sont militarisées et sont transformées en armes. Le roman de Gibson date déjà de 2003, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui est un petit peu ancien, et on pourrait se demander là, 20 ans après, qu'est-ce qu'on a, et de quoi on dispose comme hypothèse. Alors je vais vous proposer 3 choses qui s'appuient sur 3 œuvres, et
évidemment, les hypothèses sont contradictoires, mais elles ne sont pas forcément incompatibles, et ce n'est pas forcément les seules. La première, c'est la question d'un rapport mystique à la technologie. Ce serait une hypothèse qu'on pourrait aller chercher dans un objet que je trouve particulièrement hallucinant, qui est la trilogie de l'écrivain chinois Liu Cixin, pardon, qui s'appelle le problème à trois corps. Hein. Il y a 3 romans absolument dingues, et qui vont s'appuyer sur la science pour produire un travail tellement énorme sur la technique et le temps qu'on en arrive à sortir du temps, on arrive à un moment où le temps cesse d'exister. La deuxième hypothèse, elle est concomitante, c'est celle que pose Julien Abadi dans son livre sur les Wachowski. C'est celle d'opposer à la pensée de la vitesse une vitesse de la pensée. C'est-à-dire de considérer qu'il serait possible, et on n'est pas loin, et pour moi ça touche un peu aux questions qui étaient soulevées autour du marronnage hier, c'est la possibilité de développer une pensée, un affect plus rapide, plus fluide et plus capable d'échapper à une pensée et à une technique de domination. La troisième hypothèse, la dernière que je vous pose, la plus récente d'ailleurs, elle est posée par Don DeLillo qui a publié en 2021 un roman que je trouve là aussi absolument délirant, qui est aussi court que la trilogie de Liu Cixin est longue. Ça s'appelle Le Silence, assez bêtement. C'est l'histoire de 5 personnages qui se retrouvent. Alors, le roman paraît en 2021. L'action se passe en 2022. Vous voyez, on est vraiment dans cet espace comme ça, d'un futur très rare. L'action se passe en 2022. Des personnages se retrouvent pour voir la finale du Super Bowl. Et alors que le match va commencer, dans les minutes avant le match, l'écran s'éteint. J'avais préparé un effet impressionnant. Ce qui est... Ouais, ça marchait mieux quand j'y pensais. L'écran s'éteint et laisse tout le monde dans un état. Ouvre quelque chose qui est une espèce de roman philosophique extrêmement court, extrêmement ramassé, absolument dingue, mais qui pose cette question-là, de savoir ce qu'on fait, notamment dans les réactions des personnages, et tout se joue dans cette espèce de dialogue sur lequel je ne vais pas revenir, puisqu'à moi aussi le temps manque. Mais il se passe notamment une chose assez fascinante, qui est l'un des personnages, Max, va commencer face à l'écran à dire avec la voix de la publicité des commentateurs ce que pourrait dire l'écran que l'écran ne dit pas. C'est-à-dire tout d'un coup, ce personnage-là se trouve pratiquement impossible de sortir de l'hybridation dans laquelle il est avec l'image et avec la technique. Il se met à psalmodier presque d'une certaine manière, à imiter la technique qui désormais lui manque, cette prothèse qui lui manque. Et je pense que ces 3 possibilités-là, c'est-à-dire la technique, le hors-champ de la technique et la relation qui nous lie à elle, mais de la même manière qu'on pourrait dire les images, ce qui échappe aux images et la relation qui nous relie à ces images, je crois que c'est à l'heure où on est en train de parler, c'est probablement là que quelque chose se joue, et qu'on peut trouver un petit peu les miettes ou les morceaux avec lesquels on pourrait éventuellement, stratégiquement, réussir à faire présent. Voilà. Merci Nicolas. C'est très intéressant de voir comment est-ce que tu nous as ramené dans le présent avec ces 3 hypothèses différentes de comment est-ce qu'on peut quelque part réatterrir dans cet espace avec ce pas de, comme tu le dis, ce déplacement latéral
qui se positionne dans les récits de science-fiction que tu portes. Et donc là, on reconnaît quand même une certaine influence d'une réflexion sur une société du spectacle, en fait. Est-ce que... Enfin, je vais le connecter à un deuxième point qui, moi, m'a beaucoup marqué. C'est cette histoire, justement, donc loin de enfin, en tout cas, si on repart sur le moment où les questions sur la société du spectacle sont formulées, il y a un point qui est quand même que j'ai trouvé passionnant, c'est le fait qu'au moment où le rapport Meadows arrive, et donc on commence à avoir vraiment une projection dans le futur qui est pour l'une des premières fois une projection réaliste sur les questions climatiques, en tout cas plausible, et malheureusement les projections du Club de Rome s'avèrent être vraiment assez remarquablement justes par rapport au scénario vers lesquels on est en train d'arriver. C'est extrêmement intéressant de voir qu'à ce moment-là aussi, on a cette fiction sur les futurologues. Est-ce que tu peux revenir là-dessus un petit peu sur ce... Oui, il y a quelque chose que j'avais absolument pas, que j'ai découvert en préparant cette histoire, c'est le rapport le rapport Meadows du Club de Rome. Il est publié et diffusé à 16 millions d'exemplaires. Beaucoup. Ce qui est énorme. Énorme. C'est-à-dire que dans un nombre de langues assez important. C'est-à-dire qu'il y a 16 millions de personnes qui ont a priori au moins eu en main le rapport du Club de Rome. Alors j'ai l'impression qu'aucun des dirigeants de pays ou de grandes entreprises de ces 30 dernières années ne l'a lu en main, ce qui est dommage, puisque ça aurait été une bonne idée. Mais ça veut dire, c'est le signe de quelque chose, c'est-à-dire, c'est ça qui je trouve assez intéressant dans le roman de Lem, c'est que le roman de Lem pose déjà cette chose très simple. Lem n'a pas besoin du rapport, il est en Pologne en 71, il n'a pas besoin du rapport du Club de Rome pour comprendre, d'une part, la situation, et d'autre part, le fait que rien ne va bouger. Et il le publie juste avant ou juste après ? Ah non, il le publie juste avant. Juste avant. C'est-à-dire, le Club de Rome se réunit en 70, le rapport Meadows sort en 72, et le Congrès de futurologie sort en 71, entre les deux. Donc, moi, ce que je trouve le plus important chez Lem, c'est précisément cette idée extrêmement claire qu'il n'y aura pas de réponse gouvernementale ou étatique à la situation. C'est-à-dire que la situation est évidente et il n'y aura pas de réponse.